présents à Abidjan pour cette grande fête internationale de la culture. Des participants au Massa sont venus de plusieurs pays. C'est le cas du Burkina Faso qui est présent avec une forte délégation conduite par son ministre de la Culture, nous dit Serge Kolia. La coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se porte bien. Cela se confirme à la faveur de la 9e édition du Massa. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du pays des hommes intègres conduit une forte délégation de troupes sélectionnées. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso constituent un même peuple. Il y a une vision commune, celle de faire en sorte que la culture soit un moyen de développement. Et avec les groupes qui vont nous représenter, nous avons des vedettes, nous avons des groupes de danse, nous avons des humoristes. Et je pense qu'ils feront la pleine mesure de leur talent au cours de ce festival. En compagnie du ministre Maurice Kwaku-Bandaman, le premier responsable de la culture du Burkina Faso a visité les stands professionnels et ceux des partenaires du Massa. Nous avons une coopération fondée sur l'héritage culturel de nos deux peuples. Et au niveau des deux ministères de la Culture, nous travaillons à renforcer la relation fraternelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Dehors, sur l'esplanade du Palais de la Culture à Bernard Dadier, l'ambiance est surchauffée. Tel un carnaval, le Massa plonge visiteurs et festivaliers dans l'ambiance des grands rendez-vous culturels. Serge Kolia. Et pour la réussite de cette fête internationale de la culture, le Massa, rien n'est négligé. Les dispositifs sécuritaires sont mis en place pour la réussite de l'événement jusqu'au 12 mars prochain. Entrée du Palais de la Culture Bernard Dadier de Trècheville ce samedi 5 mars. Ambiance des grands jours. Agents de la police nationale et agents de sécurité privée veillent au grain. Détecteurs de métaux, visiteurs et festivaliers sont soumis à une fouille minutieuse. Ça se passe bien, seulement qu'on laisse pas rentrer cigarettes et puis les briquets, et puis les bouteilles et puis canettes. On peut avoir couteau souvent dans les sacs, des tournevis, fourchettes. Bon, c'est pas évident. Donc on fouille ici, quand on voit, on prend. La méthode n'est pas du goût de certains, mais en général, elle est comprise et acceptée. À ce genre d'événements, il y a des bandits qui peuvent rentrer, donc c'est normal qu'on nous fouille. Il n'y a pas de mal à cela en fait. Vigilant à l'entrée, la présence des forces de l'ordre est encore plus remarquée à l'intérieur du Palais de la Culture. Les agents sont postés à tous les endroits stratégiques. Une présence rassurante, mais quelques failles sont à signaler. Il a dit simplement que je suis du staff, ils m'ont laissé rentrer. Ou bien parce que j'étais en costume, donc ils m'ont laissé rentrer. Sinon, normalement, je devais passer par là-bas. Donc, sur ce côté-là, ils doivent revoir un peu ça. Une centaine d'agents de sécurité privés ont été mis à contribution. La police nationale a mobilisé 2900 agents. Ils sont issus de la brigade anti-émeute BAE, des compagnies républicaines de sécurité CRS 1 et 2, de l'unité de régulation de la circulation et de la compagnie d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan. Tous vont être déployés sur tous les sites pour un Massa sécurisé. Et nous allons rester en culture pour parler du carnaval de Bouaké. Identité plurielle et cohésion sociale, c'est le thème du carnaval de Bouaké cette année. Un thème pour magnifier l'union et la diversité raciale qui caractérise la ville de Bouaké. C'est au centre de la Côte d'Ivoire. Ce grand rendez-vous culturel aura lieu du 8 au 13 avril prochain. Michel Mambo. Le carnaval de Bouaké existe depuis 1954, désormais baptisé Foire Forum Carnaval de Bouaké. Ce grand rendez-vous culturel veut incarner la renaissance de la deuxième grande ville de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi l'édition 2016, qui a pour slogan Bouaké Souba ou Bouaké revient, sera marquée par de grandes innovations. Au plan organisationnel, ce sont les initiatives qui ont été prises pour associer toute la région. Nous voulons que les mairies, les communes comme Sakassou, Béomi, Botro viennent participer. Cette année, nous avons l'élection Black Lama. On a toujours été habitués à l'élection Miss Carnaval. Nous avons changé le concept, nous avons créé un autre. La Black Lama que nous voulons, c'est la femme, la dame de 35 ans maximum.
et qui sera entre Comici et Aoulaba. Autre articulation de cet événement, une exposition photo retraçant l'histoire de la ville et une journée professionnelle animée par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Un contenu varié, la foire Forum Carnaval de Bouaké prend des allures touristiques, d'où le soutien pour la deuxième année consécutive de Côte d'Ivoire Tourisme. La culture est une substance pour le tourisme. Le tourisme a valeur économique pour tous les peuples qui veulent simplement s'intéresser. Vous avez vu juste, en demandant à Côte d'Ivoire Tourisme de vous accompagner en tant qu'institution, mais en tant que spécialiste de la promotion. L'événement est prévu du 8 au 17 avril prochain. Il va accueillir entre 3 000 et 5 000 visiteurs par jour. Le reportage de Michel Mambo était commenté par Serge Collia. Tout à fait autre chose, la FAO veut appuyer les pays de la CEDEAO à bénéficier des fonds pour le financement agricole. Un séminaire sur la formulation de projets d'investissement agricole donc initié au profit des experts des pays de la CEDEAO. Voyons cela avec Vénon Seman Niamien. Mise en place par les pays industrialisés pour aider les pays pauvres à lutter contre les changements climatiques, l'Afrique ne parvient toujours pas à tirer profit du Fonds vert pour le climat faute de projets appropriés. À ce jour, elle n'a pu mobiliser que 5% de l'enveloppe globale qui est de 10 milliards de dollars. En initiant ce séminaire, l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO, ARA, et la FAO entendent donner les rudiments nécessaires aux experts des pays de la CEDEAO sur la formulation de projets d'investissement agricole en lien au changement climatique. La présente formation donc, va permettre aux pays de la CEDEAO de disposer d'experts qui ont la capacité de monter des projets, de compétir au niveau international et d'accaparer les fonds climat. Comme vous le savez, il y a beaucoup de déchets sur les fonds climat. Et nous souhaitons au niveau de la CEDEAO que l'Afrique de l'Ouest puisse tirer le meilleur parti. Le représentant du ministre de l'Agriculture, Kwaku Portu, indique que la Côte d'Ivoire apporte tout son soutien à cet atelier qui permettra de mettre à la disposition de la région des expertises à même de mobiliser des financements pour les 15 États de la CEDEAO. Il s'agit à terme pour ces experts, au nombre de 30, de former un pool de formateurs dans les pays respectifs. Le Conseil du coton et de l'ANACAD a conduit à Dubaï lors de la conférence internationale des acteurs de la filière ANACAD de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été honorée parce que désormais premier pays producteur de noix de cajou avec plus de 700 000 tonnes en 2015. La mission du Conseil du coton et de l'ANACAD s'est ensuite rendue au Vietnam pour s'inspirer des processus de transformation de la noix de cajou. On en parle avec Francis Boifo. La mission du Conseil du coton et de l'ANACAD a échangé avec les producteurs de la province de Ben Phuc, la plus grande région productrice de cajou au Vietnam. Malamine Sanogo et sa délégation voulaient s'inspirer de l'expérience vietnamienne en matière de production des variétés d'ANACAD. À Dubaï, la Côte d'Ivoire a été félicitée à travers le Conseil du coton et de l'ANACAD pour les résultats enregistrés durant la campagne 2015 de la filière. Plus de 700 000 tonnes de noix de cajou produites, ce qui permet à la Côte d'Ivoire d'occuper la première place de pays producteurs de noix de cajou au monde. À cette conférence internationale des acteurs de la filière ANACAD, les opérateurs économiques ont été invités à investir dans la transformation de l'ANACAD en Côte d'Ivoire. Cette année, l'État a instauré une subvention par kilogramme d'amandes transformées, a indiqué le directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD. Malamine Sanogo a aussi annoncé qu'une usine école formant au métier d'ANACAD sera bientôt construite à Yamoussoukro. Autre sujet dans cette édition, le 4e Forum international Afrique Développement tenu du 26 au 27 février à Casablanca au Maroc s'est refermé sur une note d'espoir. La coopération sud-sud, une alternative pour le développement du continent africain. Voyons cela avec Justine Seydike. Le 4e Forum international Afrique Développement a vu la naissance d'une Afrique engagée à faire de son électrification
une priorité pour soutenir l'industrialisation de son agriculture. Des experts en la matière, au cours de panels et de témoignages, l'ont démontré. Cela s'impose aujourd'hui. C'est vital parce que l'électricité, l'énergie, c'est le préalable à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à l'industrie agroalimentaire. Deuxièmement, tous les chefs d'État africains, tous, à commencer par le président Alassane Ouattara, sont totalement convaincus. Il a été surtout question de coopération sud-sud et en la matière, des entreprises africaines se sont illustrées de fort belle manière. 3 d'entre elles ont reçu les trophées de la coopération sud-sud. La première, la société de savonnerie et d'huile de cuisine installée au Cameroun. La deuxième, une société spécialisée dans la promotion et la gestion immobilière au Sénégal. La troisième, une société spécialisée dans la câblerie, la mécatronique et les télécoms en Tunisie. Ce prix est une distinction, est une reconnaissance de l'effort entrepreneurial de Aladji Nana Bouba, qui est un self-made man, qui a fait confiance à la jeunesse africaine, qui a fait confiance à l'Afrique. Présent dans une dizaine de pays en Afrique de l'Ouest et centrale. Donc c'est à ce titre que, au titre de la coopération sud-sud, que Telium a reçu ce prix. Et sur la base de quels critères ont-elles été choisies parmi tant d'entreprises? Toutes les entreprises qui se sont présentées sont d'un certain niveau, mais nous avons cherché, nous, surtout la présence et la coopération sud-sud, donc, et l'implantation en Afrique, avec bien sûr le chiffre d'affaires, l'implantation, le niveau de coopération. Le 4e Forum international Afrique Développement s'est refermé sur une note d'espoir, celle du renforcement de la coopération sud-sud. Cette rencontre aura mobilisé 4186 participants de 29 pays et enregistré par moins de 4800 rendez-vous d'affaires B2B. Deuxième grand titre de cette édition, l'Organisation internationale de la francophonie OIF veut lutter autrement contre la cybercriminalité. Elle a organisé 3 jours durant ici à Abidjan un concours sur la cybersécurité. Et sur 169 postulants, 13 ont proposé des solutions qui ont retenu l'attention du jury. Francis Boifo. Yoboué-Calais, OpenTech, Futurama. Voici les 3 groupes lauréats du concours Lutte contre la cybercriminalité, initié par l'Organisation internationale de la francophonie OIF à Abidjan. Les solutions numériques qu'ils proposent pour venir à bout des crimes commis à l'aide d'un téléphone portable, d'un ordinateur ou dans un cyberespace seront vulgarisées en Côte d'Ivoire, en Tunisie, Madagascar, l'île Maurice et au Vietnam. L'enjeu de l'OIF est de stimuler la créativité des jeunes francophones dans le domaine de l'innovation numérique. On souhaite révéler le meilleur de chacun de ces professionnels dans la création de solutions utiles à leur pays, dans une démarche d'innovation sociale. À travers ce concours, l'OIF veut lutter autrement contre la cybercriminalité. On a fait un scanner de vulnérabilité qui permet de trouver des failles sur un système. Et automatiquement, ça envoie un message ou un mail à l'administrateur et il peut corriger l'erreur. Nous avons développé une application qui permet en fait aux citoyens lambda d'éviter de se faire arnaquer via les messages électroniques et les SMS qu'ils reçoivent. Très souvent, on reçoit des SMS qui nous disent qu'on a gagné à la loterie, à la tombola. Il y a quelqu'un qui a des postes pour nous, qui aimerait nous embaucher. Donc, ce sont des SMS généralement qui nous poussent à débourser de l'argent. À travers un programme qu'on a mis derrière, donc ces applications vont nous aider à faire la distinction entre les bons messages et les messages qui viennent des arnaqueurs. La cybercriminalité paralyse l'économie mondiale. Elle cause plus de 200 000 milliards de francs CFA de dommages, selon l'Organisation internationale de la francophonie. La direction de la surveillance et des interventions de Bouaké, la brigade mobile de Yamoussoukro des douanes ivoiriennes ont saisi d'importantes marchandises. Ce sont plus de 80 tonnes de sucre d'origine brésilienne et 340 motos pour une valeur sur le marché intérieur estimée à plus de 200 millions de francs CFA. Soro Corona, Kader Segodogo, RTI Bouaké. Beaucoup de filets pour la direction de la surveillance et des interventions de Bouaké et la brigade mobile de Yamoussoukro des douanes ivoiriennes.
81 tonnes de sucre d'origine brésilienne, 104 tricycles et 235 colis de moto et de pièces détachées. Ces marchandises entrées frauduleusement en Côte d'Ivoire sont estimées à plus de 200 millions de francs CFA. Le sucre brésilien destiné au marché malien a été pris dans une usine abandonnée dans le quartier Gonfreville de Boaké. Au corridor de Morofé à Yamoussoukro, le lieutenant Daté Amon et ses hommes ont mis fin aux activités commerciales illégales d'un opérateur économique. 2 remorques contenant 104 tricycles étaient prêts à être mis sur le marché sans aucune opération de dédouanement. À Boaké, 235 colis de motos et pièces détachées ont été également saisis dans les mêmes conditions. À tous les opérateurs qui seraient tentés donc de faire comme ceux que nous venons d'intercepter, je veux dire qu'ils auront toujours les services de douane sur leur route. Mais ce que je veux dire, il faut que tous aujourd'hui s'inscrivent dans la dynamique de l'Ivoirien nouveau, où j'allais de l'opérateur économique nouveau, donc pour accompagner l'administration des douanes elle-même qui se veut une administration des douanes moderne, modèle et performante. Donc on veut des opérateurs économiques qui puissent vraiment, être des citoyens, des modèles, payer leurs impôts comme il se doit et puis voilà, contribuer au développement de leur pays. Ces saisies sont inscrites dans la nouvelle dynamique que le directeur général des douanes ivoiriennes, le général Issa Koulibaly, veut inculquer à ses agents sur le terrain. Celle de mettre hors d'état de nuit tout opérateur qui veut exercer son activité sans respecter la législation en matière de commerce. Cérémonie de fin des obsèques du roi des Baoulé, le président de la République Alassane Ouattara et le président du PDCI RDA, Aimé Konan Bédié, sont invités à y prendre part. Issus de ce royaume frappé par le deuil, le président du PDCI RDA, Aimé Konan Bédié, a dévancé hier samedi son cadet, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. On en parle avec Charles Tatou de RTI Boaké. Les obsèques du roi des Baoulés consolident l'unité des peuples de Côte d'Ivoire. Outre les royaumes Bron, Sanwi, Indignan et Douablin, les autres régions du pays se sont elles aussi senties concernées par le deuil qui frappe le peuple Walébo. Chaque jour, des délégations venant des différentes localités se succèdent pour témoigner leur solidarité au peuple baoulé. Plusieurs leaders de formations politiques n'ont pas voulu rester en marge. À tour de rôle, ils ont marqué leur passage dans la cour royale. Avant d'être roi, il a milité avec beaucoup d'entre nous. Donc nous l'avons donc honoré dans l'ordre du Bélier à titre posthume. Nous avons, nous ici, des frères et des sœurs, et ce sont ces frères et ces sœurs et leurs parents qui sont touchés par cette douleur qui n'est plus les leurs, à eux seuls, mais une douleur que nous partageons. C'est un événement qui concerne l'ensemble des Ivoiriens, donc l'ensemble des couches socio-professionnelles, l'ensemble des composants de la nation, et le Front populaire ivoirien a tenu à être là. Les cérémonies de fin des obsèques du roi des Baoulés ont lieu lundi. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, sont invités à y prendre part. Pour son appartenance au royaume baoulé, Henri Konan Bédié a dévancé son cadet, le président de la République, Alassane Ouattara. Je suis invité par la cour royale pour présenter personnellement mes condoléances au peuple baoulé et à la cour royale. C'est la raison pour laquelle je suis venu un jour plus tôt. Le Moro Namba, roi des Mossi, le roi des Ashanti et une délégation du peuple Tchokossi du Togo sont aussi attendus. La Fédération des organisations de santé de Côte d'Ivoire et d'Afrique veut la participation des États africains et des populations dans le financement de la santé préventive. Les experts de ces organisations de santé ont réfléchi au cours d'un atelier cette semaine ici à Abidjan. Elles souhaitent que les États allouent 15% de leur budget annuel à la santé préventive. Depuis 2015, le virus Zika découvert au Brésil s'est propagé dans d'autres pays de l'Amérique latine, faisant près de 600 000 victimes. Aujourd'hui, une recherche scientifique a démontré un lien
entre le virus Zika et la microcéphalie du fœtus observé chez les femmes enceintes. Ce virus qui se transmet par piqûre de moustique est qualifié d'urgence de santé publique mondiale par l'Organisation mondiale de la santé. Chris Diomandé, Abou Sadogo. La première preuve scientifique du lien entre le virus Zika et la microcéphalie du fœtus a été démontrée par des chercheurs scientifiques. Le virus Zika se transmet par piqûre de moustique et a pour symptômes la fièvre, des courbatures et des éruptions cutanées. Ce virus serait à l'origine de nombreux cas de microcéphalie, provoquant ainsi la malformation du fœtus dans le ventre de la mère. Cette malformation se caractérise par la taille anormale du crâne et du cerveau des nouveau-nés. Pour en arriver à ce résultat, les chercheurs ont travaillé sur les cellules souches humaines cultivées in vitro. Leur approche a déterminé que le virus infecte de façon sélective les cellules souches qui forment le cortex cérébral et les empêche de se diviser normalement pour former de nouvelles cellules entraînant leur destruction. Avec plus d'1,5 million de cas recensés depuis 2015, le Brésil est le pays le plus touché par cette pandémie, suscitant des inquiétudes à 6 mois des Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Le comité olympique américain a d'ailleurs annoncé la création d'un groupe d'experts dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses. Championne lanjaeuse, c'est le titre du 3e roman du journaliste et écrivain Alafé Wakili. Dans cette nouvelle œuvre, l'auteur jette un regard sur la vie d'une femme belle et charmante qui use de sa beauté pour se faire une fortune. Dans cette œuvre de 106 pages, composée de 14 chapitres, l'auteur dénonce de manière digeste l'état de la société ivoirienne en particulier et celle des gouvernants africains en général. Alafé Wakili, journaliste et écrivain, relate dans ce roman la vie d'une jeune fille orpheline de mère et de père, née aux États-Unis et qui vit en Côte d'Ivoire. Elle se nomme Championne lanjaeuse de Babi, qui veut dire Abidjan en Ouchi. Charmante et belle, elle n'a que faire de la morale tant que son porte-monnaie est plein à craquer. Les hommes attirés par son charme vont en faire les frais. Championne lanjaeuse, elle ne fait que se faire une fortune. On parle de sa vie et de son histoire, des mauvaises choses qu'elle fait, mais aussi de bonnes choses. Et c'est une interpellation pour avoir davantage de respect pour la femme, davantage de considération et dire qu'elle n'est pas simplement un objet de plaisir. Pour le ministre des Sports et Loisirs, Albert François Amicha, parrain de la cérémonie de dédicace, ce roman décrit l'image d'une femme révoltée contre les dérives des hommes notamment, la négligence de leur famille, au profit des jeunes filles appelées communément des maîtresses. Défenseur de la cause féminine, elle a fait lance ici un appel à l'endroit de tous, afin que la société se rappelle de la place importante qu'occupe et qui doit être accordée à la femme. Au-delà des tares dénoncées, il faut voir le cri de cœur d'une femme révoltée et décidée à en découdre avec cette frange de la junte masculine qui perçoit la femme comme un être faible. À travers Championne lanjaeuse, l'auteur fustige la société sans faire de concessions ni à la religion ni aux politiques. Alafé Wakili invite les populations à plus de responsabilités. 4 700 000 Béninois sont aux urnes ce dimanche pour choisir parmi 33 candidats pour l'élection présidentielle. 5 candidats font figure de favoris parmi les 33. Ici en Côte d'Ivoire, 9 000 Béninois prennent part au scrutin. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 h et se referment à 16 h. Le successeur du président Thomas Boni Yayi sera donc connu dans quelques jours. Le président Thomas Boni Yayi qui se retire au terme de 2 mandats conformément à la constitution béninoise. Et retrouvons notre envoyé spécial Gabriel Zani qui suit cette élection pour RTI 1. Retrouvons Gabriel Zani qui est à Cotonou au Bénin. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin à Cotonou entre 7h et 7h15 dans la plupart des arrondissements que nous avons visités. Dans le quartier Kajéoun, dans lequel le président Yayi Boni a d'ailleurs voté, la participation est moyenne. Et maintenant, là, je me trouve dans cet établissement Océane du quartier Evive où la participation est également moyenne. Alors, on note aussi la participation importante des représentants des différents partis politiques, des différents
différents hommes politiques engagés dans la course à la présidentielle au Bénin ici. On note également la présence des représentants de l'Union africaine, des représentants du Conseil de l'Entente et une participation, une mobilisation importante des membres de la plateforme de la société civile. Alors ils sont tous sur le terrain, ils recoupent les informations et participent au bon déroulement du scrutin. On peut dire globalement que depuis ce matin, tout se déroule normalement ici à Cotonou. Merci Gabriel Zani, que nous allons retrouver à 20h et dans les autres éditions. Les chrétiens catholiques, nous revenons en Côte d'Ivoire, les chrétiens catholiques ont entamé le carême depuis le 10 février dernier. 4 semaines après, l'aumônerie militaire catholique du diocèse d'Abidjan a effectué ce dimanche 6 mars dans la forêt du Banco son pèlerinage qui a réuni plus de 300 militaires. On en parle avec Adrienne Grascando. Forêt du Banco, ce dimanche 6 mars, 4e dimanche de carême de la Nessé. À l'entrée, un attroupement de militaires, paramilitaires et personnes civiles. Ce, à l'occasion de la 12e édition du pèlerinage diocésain de l'aumônerie militaire catholique. Une prière d'ouverture faite par le père Éric Abekan-Norbert, curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Rivière Golfe, pour donner le top départ. Pour les pèlerins, c'est un moment de partage de la parole de Dieu et de ressourcement spirituel. Il s'agit pour nous de prendre un engagement. Il est vrai que par le jeûne, la prière, nous avons fait beaucoup de sacrifices, mais pour nous, c'est comme un nouveau départ. Le pèlerinage que nous venons faire ce matin soit un moment de pardon aussi, et que nous revoyons nous-mêmes dans nos cœurs tout ce qui ne va pas dans nos différentes familles, dans nos différents services. Dans le pardon militaire, accueillons Jésus mort et ressuscité pour concilier est le thème autour duquel les pèlerins ont médité. L'Église donne toujours l'occasion à ses fils de toujours se mettre à l'écart pour vivre l'intimité de Dieu. Et aujourd'hui, ce temps favorable qui nous est donné, le temps de carême, nous les militaires, enfants et fils de l'Église, nous sommes retirés pour pouvoir rencontrer Dieu et pouvoir appliquer le thème de l'année. Au menu de ce pèlerinage de l'aumônerie militaire catholique, une messe et le chemin de croix qui symbolise les différentes étapes parcourues par le Christ pour le salut de l'humanité. Le magazine de ce dimanche anticipe sur la journée internationale de la femme prévue mardi prochain avec pour thème l'autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Notre invitée est la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, Madame Euphrasie Kwasi Yao. C'est bien ça? C'est cela. Merci Madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors que représente cette journée pour vous, Madame, et au-delà pour la femme ivoirienne? Merci Alvor. La journée internationale de la femme a été instituée par les Nations Unies et c'est un grand jour pour la femme. On a demandé à tous les États membres de s'arrêter, de faire le focus sur la femme, de regarder le rôle important qu'elle joue dans la société, de faire un bilan des acquis, de regarder également les opportunités qui peuvent aider la femme à aller de l'avant. Donc c'est un grand jour pour la femme elle-même parce que toutes les attentions sont sur elle. D'accord, madame. Alors, le thème, c'est l'autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Pourquoi ce thème? L'autonomisation de la femme, en anglais, on parle de empowerment, c'est-à-dire le pouvoir. La finalité, c'est cela. C'est-à-dire il faut que la femme ait le pouvoir de décision économique, qu'elle puisse se prendre en charge, qu'elle ait le pouvoir de décision sociale, c'est-à-dire l'éducation, qu'elle soit éduquée, qu'elle soit en bonne santé et surtout qu'elle ait le pouvoir de décision au niveau un peu plus élevé. Donc l'autonomisation, c'est quand elle décide
de ce qu'elle veut faire de son argent, de ce qu'elle veut faire en public et même au niveau de la famille. Parce que très souvent, avant la journée, on disait que la femme était une personne vulnérable, passive, dont il fallait s'en occuper. Mais aujourd'hui, depuis 1973, où Esther Bozirop a découvert qu'en fait, ce n'est pas juste. La femme a un rôle important. Il faut s'arrêter pour reconnaître ce rôle. Depuis ce jour-là, les choses ont changé. En 1975, il y a eu la journée. Et aujourd'hui, la femme doit être autonome. Elle doit pouvoir décider. En fait, la finalité, c'est cela. D'accord. Alors, depuis 1975, donc plusieurs décennies, la femme est célébrée. Quel bilan faites-vous? Vous êtes aujourd'hui ministre de la promotion de la femme. Quel bilan faites-vous depuis 1975 jusqu'à 2016? Ok. Si nous devons faire le bilan, c'est qu'il y a vraiment une progression. En tout cas, dans le cas de la Côte d'Ivoire. Vous reconnaissez cela au moins? Mais si, il y a une progression. Quand on fait le bilan, on regarde, comme je disais d'abord, le pouvoir social. C'est-à-dire éducation, santé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à l'école préscolaire, il y a 51% de petites filles qui vont à l'école, donc 49% pour les hommes. Ici, on ne fera plus beaucoup de campagnes parce qu'il y a pratiquement la parité. Au niveau de l'école primaire, on est à 44%, voire 45%. Donc, il y a quand même l'éducation de la petite fille à faire encore. Quand on prend au niveau économique, vous avez le fonds femmes, le fonds FAFSI, c'est-à-dire pour les femmes de Côte d'Ivoire, où aujourd'hui on est passé de 1 million à 3 millions, pratiquement 5 millions, qui permet, initié par la première dame de Côte d'Ivoire et qui touche toutes les régions de la Côte d'Ivoire. La femme est autonome financièrement, même si nous avons encore des défis à relever. Quand on prend au niveau politique, ça tout le monde le sait, au niveau du gouvernement, on était à 5 femmes. Aujourd'hui, le président de la République a fait passer le nombre de femmes à 9, ce qui fait 25%. C'est une progression. Conseil économique et social, on était à environ 20%, on est passé à environ 30%. C'est-à-dire le minimum qu'il faut pour que les femmes s'expriment. Et j'en passe. Mais ce qui est très important, c'est qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les secteurs qui étaient réservés aux hommes, la barrière est brisée. Il n'y a plus de frais. Au niveau de la gendarmerie, vous savez qu'aujourd'hui, les femmes sont rentrées à la gendarmerie, ce qui n'était pas le cas. Il y avait 4 femmes, la dernière fois, on m'expliquait qu'il y a plus de 30 femmes qui sont à l'école. Donc après, on va regarder encore ce secteur. Les MPT. Femmes officiers et sous-officiers en même temps. Oui, officiers, sous-officiers. Très bien. Ça, c'était un tabou en Côte d'Ivoire. Et bien. grâce au président de la République, et désormais, c'est chose faite. À l'MPT, les petites filles qui n'avaient pas le droit de s'inscrire dans cette prestigieuse école, aujourd'hui, elles y sont. Le général m'expliquait qu'il y avait un quota de 20 petites filles. Mais quand on a fait le concours, elles sont passées à 36. Donc, ils sont en train d'envisager la construction de bâtiments pour les jeunes filles. Et que le président a demandé qu'on ne laisse pas les 16 autres, mais qu'on construise des bâtiments. Attendez, il y a une évolution. Et ce qui est important, on a une femme, première femme générale en Côte d'Ivoire. On a une femme secrétaire générale du gouvernement. En fait, l'important de briser cette barrière-là, c'est que dès qu'une femme est rentrée, qu'elle a fait ses preuves, les tabous tombent et aujourd'hui, les femmes peuvent être partout. Il y a une progression. Très bien. Alors, madame, tout à l'heure, vous avez parlé de la scolarisation de la jeune fille. Madame, il y a également les grossesses en milieu scolaire. C'est la base de cette autonomisation de la femme. Oui. Non, nous, on appelle ça les freins à la réduction des inégalités entre les sexes. Il y a des stéréotypes, il y a la culture, les coutumes qui font que généralement, il y a un blocage. Mais on travaille sur ces blocages. Les grossesses en milieu scolaire. Je veux dire. Quand tu as scolarisé la jeune fille. Oui. On scolarise la jeune fille. Je vous ai dit qu'à l'école préscolaire, il y a 51% de jeunes filles. Donc, on met les filles à l'école. Mais c'est le taux d'achèvement qui pose problème à cause justement des grossesses précoces, des mariages forcés. Ça, c'est vraiment des éléments sur lesquels on doit lutter. Combattre tout cela, hein? Mais c'est ce qu'on doit faire pour qu'on puisse atteindre. Regardez par exemple. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce qu'on va faire. Et déjà, le ministère de l'Éducation en fait beaucoup. Hein. Vous entendez, ils ont fait des études. Il faut savoir quelle est la cause de ces grossesses-là. Est-ce que ce sont les hommes qui ne trouvent plus de femmes ailleurs, qui prennent les petites filles? Est-ce que ce sont les petites filles qui... Il faut qu'on trouve la cause. Parce qu'il faut qu'on frappe juste et là où il faut. Donc, je pense que ce sont des éléments sur lesquels on travaille. Et au fur et à mesure, les inégalités, on aura la parité partout. Alors, très bien. Alors, ici en Côte d'Ivoire, il y a les femmes rurales, les femmes modernes. Alors, comment la situation a évolué et comment est-ce que cette situation évolue à la fois pour les femmes modernes, dites modernes, hein, celles qui sont allées à l'école, et les femmes rurales? Est-ce que vous avez des exemples, surtout au niveau des femmes rurales,
qui ont évolué, qui ont pu, malgré, bien qu'elles soient dans le monde rural, s'en sortir et puis aujourd'hui être des exemples pour les autres femmes, je veux dire. Vous savez que parmi les grandes avancées, il y a le programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire qui a été initié encore par le président de la République depuis 2011. Il y a un grand volet qui concerne les femmes rurales, c'est-à-dire les femmes qui ont réussi dans leur secteur d'activité qu'il faut identifier pour pouvoir valoriser les montrer aux yeux du monde. J'en ai parlé ici sur cette antenne depuis un moment. Et ces femmes rurales-là, il y a beaucoup de programmes qui s'occupent des femmes rurales. Et par exemple, quand on prend le cas de l'ANADER, la FICA, le ministère de l'Agriculture, ce sont des secteurs qui travaillent spécifiquement pour faire avancer la femme rurale. Donc, et d'ailleurs même, il y a une journée de la femme rurale. Donc aujourd'hui, on va plus parler de la journée internationale de la femme qui concerne toutes les femmes de Côte d'Ivoire, les femmes rurales, les femmes commerçantes, les femmes agricultrices, les femmes à un niveau de décision, c'est pour toutes les femmes. On reviendra sur cette antenne quand il s'agira de la journée de la femme rurale le 4 octobre 2016. On reviendra pour en parler. Mais je voudrais insister sur la journée internationale de la femme le 8 mars. Le 8 mars prochain. À l'Institut, à l'INJS, à Makori. Au départ, on avait dit qu'on allait faire... C'était au Palais de la Culture. Voilà, au Palais de la Culture, mais on a vu que déjà il y avait le Massa et puis la place n'était pas suffisante. Oui, les femmes, beaucoup de femmes s'annoncent et notre marraine, la première dame, a demandé qu'on aille dans une grande salle, dans un grand espace où toutes les femmes vont se retrouver. Oui, avec la première dame et certainement le président de la République, le premier ministre. Oui, d'accord. C'est le premier homme qui lutte pour que les femmes puissent avoir leur place. Il sera là. Et ça sera une occasion pour les femmes, moi je leur dis, qu'elles viennent entendre le message. Madame la ministre, vous allez lancer ce message tout à l'heure. Avant votre message, nous allons suivre ce reportage justement sur la journée internationale des femmes. Regardez. Tous les 8 mars est célébrée la journée internationale de la femme. Instaurée pour souligner les progrès en termes d'égalité des sexes, la Journée internationale de la femme est aussi l'occasion de mettre en relief les défis encore à surmonter pour une véritable égalité à l'échelle mondiale. En Côte d'Ivoire, le thème retenu pour cette édition est l'autonomisation de la femme, défis et enjeux pour la prospérité de la famille. Principale innovation pour cette année, des femmes modèles de 5 grandes régions du pays pour partager leurs expériences, notamment des difficultés rencontrées par celles-ci sur le chemin de la réussite. Cette initiative de Frazi Yaoukwasi, ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, vise à renforcer la visibilité des femmes modèles dans tous les secteurs d'activité. L'Union africaine a déclaré l'année 2016 année des droits de l'homme, spécialement des droits de la femme. Rappelons que la Journée internationale de la femme a été instituée en 1977 par l'Assemblée générale des Nations unies dans le but de bâtir un monde plus juste, où tous les hommes et toutes les femmes bénéficient des droits humains et du droit au développement. Alors, Madame la ministre, quels sont les objectifs que vous attendez atteindre, en tout cas à partir de cette journée, à partir de mardi prochain, je veux dire? Pour parler d'objectifs, je dirais que je parlerai plutôt des réformes. C'est-à-dire, cette année, la particularité, c'est que les hommes s'engagent pour les femmes. Nous avons dit que les femmes sont valorisées, mais il faut que les hommes s'engagent parce que c'est ensemble, hommes et femmes, que nous pouvons réussir le développement. Donc, il y a les ministres qui vont s'engager. Il y a le secteur privé, nos partenaires au développement qui vont s'engager. Et ce jour-là, nous allons faire les défilés, mais des défilés qui montrent les avancées en matière de genre en Côte d'Ivoire, qui montrent les défis. Vous avez vu tout à l'heure l'émission, nous avons rencontré les femmes et nous ont dit ce qu'elles attendent de plus pour cette journée. Et on va faire des défilés par rapport à cela. Notre marraine va faire sa déclaration, le président de la République, le Premier ministre. En tout cas, c'est une occasion favorable pour les femmes et nous les attendons. Alors, Madame, vous avez dit, vous attendez le soutien des hommes, hein? Le président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre Daniel Kablan d'un camp, les membres du gouvernement, le secteur privé avec M. Congo Kwadjo-Kwasi, par exemple, de la CGCI, Jean Kakou Diagou, et bien d'autres vont venir vous soutenir. Qu'est-ce que vous attendez de ces hommes? Ces hommes, ils sont libres de croire aux femmes ou pas. C'est ce jour-là qu'on saura. Mais à partir de ce qu'ils vont dire, on va faire le bilan. 6 mois après, où nous en sommes? 1 an après,
où nous en sommes. Et comme nous disons toujours, le genre est transversal. C'est à partir de ce que chacun fait dans son secteur qu'on peut coordonner et arriver à valoriser les femmes comme le président de la République nous a donné comme mission. Le genre est transversal. Tout ce que les hommes vont dire dans leur secteur, nous allons enregistrer cela et nous allons travailler là-dessus pour faire le bilan l'année prochaine. C'est ça l'acte de pérennisation. Alors justement, c'est symbolique cette journée. Au-delà de cette journée, qu'est-ce que vous entendez faire justement pour pouvoir faire ce bilan l'année prochaine? La journée est une étape. Je vous ai dit que le 8 mars, normalement même à la RTI ici, tout le monde doit s'arrêter. Ça c'est clair. Il y a des pays qui en ont... Oui. Et le secteur privé? Ils doivent s'arrêter. Les femmes qui sont dans le secteur privé, allez-y madame, allez-y. Les femmes qui veulent venir ce 8 mars à l'INJS, à Makori, pour fêter, le secteur privé doit pouvoir les libérer. Il y a des pays qui en ont fait des jours fériés. Mais nous n'avons pas fait parce que nous étudions encore au niveau du gouvernement les conditions. Parce que généralement, quand on va déclarer férié, c'est parce que sûr que les hommes vont rester à la maison au lieu de venir célébrer les femmes. Donc on réfléchit. Mais je voudrais dire que toutes les femmes sont invitées, les femmes du secteur privé. Personne ne peut être pénalisé parce qu'elle vient à sa journée déclarée au niveau mondial, déclarée par le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Toutes les femmes sont attendues. Personne ne peut être pénalisé et non. Personne ne va être pénalisé. Non, personne ne va. Nous sommes là, on a le programme Compendium des compétences féminines, on se parle. Personne ne peut être pénalisé. Et ne va être pénalisé. Et ne va être pénalisé. Alors, sinon, on dénonce. Alors, très bien. Alors, à l'origine, la cérémonie était prévue au Palais de la Culture et vous partez à l'INJS. Vous confirmez cela? Oui, je confirme et j'insiste même là-dessus parce qu'il y a eu des émissions avant. Et si les femmes ne font pas attention, elles vont penser que c'est encore au Palais de la Culture. J'insiste pour dire que c'est à Makori. Nous avons déjà travaillé avec le maire, nous sommes sur le terrain. Toutes les femmes doivent converger vers Makori. On dit toujours que 80% de la réussite d'une personne dépend d'elle-même. Les 20%, c'est l'opportunité. Les 20% d'opportunités du gouvernement sont déjà là. Mais les 80%, les femmes doivent se déplacer. Venir écouter le message. Venir tirer les expériences des autres femmes. Parce qu'il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages des hommes, des femmes. Il faut qu'elles viennent écouter cela. C'est par la connaissance qu'on s'enrichit. Ce n'est pas par les moyens financiers d'abord. C'est par ce que tu sais, ce que tu entends et tu t'enrichis. Donc, aucune femme ne doit rester couchée. Elles doivent toutes venir au... Je reviens. À l'INJS, à Makori, les femmes et les hommes, parce que les hommes ont compris aujourd'hui encore. Oui, nous avons compris. Nous avons compris. Et madame, alors, vous avez commencé avant le 8, vous étiez à Boisflé très rapidement, les femmes du secteur rural. Oui, nous sommes partis à Boisflé parce que dans notre province programme, et à l'intérieur du pays. À l'intérieur, nous avons lancé le message à tous nos directeurs régionaux, au préfet. Chaque région doit célébrer la femme, comme je l'ai dit. On doit célébrer la femme au niveau des régions et nous avons fait de façon symbolique Boisflé, parce que c'est une grande zone où les femmes travaillent beaucoup. Nous sommes partis, on a célébré avec le préfet, toute la communauté administrative, politique était là. On a donné l'exemple le 6 mars et nous souhaitons que, le 4 mars, nous souhaitons que toutes les autres régions en fassent autant, parce que c'est la journée de la femme. Tout le monde doit s'arrêter. Très bien. Merci, madame. Alors, nous recevions la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, madame Euphrasie Kwasi Yao, et cela en prélude à la Journée internationale de la femme qui sera célébrée le mardi 8 mars prochain. La cérémonie officielle aura lieu à l'INJS, à Makori, en présence du président de la République et de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Et c'est la fin, votre marraine, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.